Ah là, c'est un match, ouais. Je sais pas si vous le sentez, ouais, moi je le sens aussi. Ça va sentir la poudre ce week-end en Première Ligue. Ça, il va falloir le regarder à tout prix puisque on va avoir un Chelsea qui connaît une vraie cure de jouvence avec Thomas Tuchel et un United qui cherche à consolider sa place dans le Big Four. Mesdames et messieurs, ça promet, on a hâte d'y être en tout cas. Vous l'aurez compris, hein, cet épisode de TA va parler bien évidemment du gros match du week-end, puisque pour moi, oui, c'est le gros match du week-end en Première Ligue, Chelsea United. Voilà, le contexte fait que c'est intéressant et la forme des deux équipes aussi le fait que c'est intéressant également. Et je pense qu'on va avoir du beau jeu. Alors pour parler de cette rencontre, bien sûr, je me suis bien entouré. Vous me connaissez, hein, j'aime bien parler foot avec des gens qui s'y connaissent et qui connaissent leur club, puisque comme d'habitude pour parler Première Ligue, je pouvais pas faire ça sans Geoffrey, notre Geoffrey spécialiste foot anglais. Salut à toi Geoffrey. Salut temps additionnel et puis bah oui c'est toujours un énorme plaisir de revenir pour parler foot anglais, pour parler soit de United, de Manchester United pardon, ou soit même d'autres équipes. Ouais c'est un petit peu tout ce folklore du foot anglais qui me passionne depuis maintenant depuis 25 ans et puis j'en ai fait mon métier et j'ai hâte un petit peu qu'il y ait plus, on va dire, que ces restrictions au niveau du Covid, etc., même si ça sera pas tout de suite, malheureusement. C'est vrai Faut qu'on qu'on... aurait bien aimé aller voir ce match, hein. Honnêtement, Complètement. match Et comme puis, ça se regarde au stade. complètement. Et puis, surtout que là, ça va faire un an que j'avais fait mon dernier voyage où j'avais été au derby donc de Manchester et puis à l'un des derniers matchs à Griffin Park de Brentford. Donc, j'avais fait donc le derby de Manchester plus un Brentford Sheffield Wednesday et c'était absolument merveilleux. Et puis, et je me suis dit quand est-ce que je vais pouvoir revenir. Je pensais que j'allais revenir peut-être d'ici 2-3 mois. Et puis là, après, une semaine après, ils avaient tout fermé, ils avaient arrêté le championnat. Et puis maintenant, c'est devenu très très compliqué. De toute façon, pas qu'en Angleterre, hein. Mm. Donc tout ça nous manque. Et puis oui, forcément, je ne veux pas dire les ambiances, parce que les vraies ambiances anglaises, elles sont pas en première ligue, elles sont dans les divisions inférieures. Mais on va dire, ouais, cette petite poudre de gros matchs, que ça soit Old Trafford ou là évidemment à Stamford Bridge, ouais, c'est sûr que ça manque. Oui. Ouais, c'est sûr que voilà, ça fait un an qu'on attend ça et on espère que ça sera rétabli dans les mois, dans les prochains mois. Honnêtement, on en a marre de voir du football sans supporters. Et voilà, pour t'accompagner, Geoffrey, j'ai choisi aussi un invité de qualité puisque on le connaît sur Twitter, l'un des principaux membres de Chelsea France. Je vous présente Théo de Chelsea France que je connais bien, hein, puisqu'on a des connaissances en commun. Salut à toi, Théo. Salut Quentin, salut Geoffrey. Merci beaucoup pour l'invitation. Super hâte de débattre foot anglais, notre passion. Et oui, bah oui, c'est pour ça aussi que je t'ai invité, parce que bon, on t'a vu notamment beaucoup sur d'autres émissions que Chelsea France pour parler de Chelsea, donc tu étais l'invité parfait pour parler de ton club. Bah justement, je vais commencer avec toi puisque c'est ta première. Voilà, Chelsea en ce moment, c'est assez méconnaissable par rapport au début de saison sous Frank Lampard. On voyait un Chelsea assez aseptisé et là au final on voit que Thomas Tuchel tire un petit peu le meilleur d'un groupe qui était un peu laissé pas forcément à l'abandon mais qui avait des difficultés sous Frank Lampard. Toi justement ce renouveau entre guillemets, puisque bon on va attendre quand même avant de se prononcer, même si pour le moment c'est très positif ce qui se passe du côté de Stamford Bridge, mais toi ton ressenti en tant que supporter sur ce qu'apporte Thomas Tuchel à cette équipe, c'est lequel actuellement? Tu viens de le dire, attention à ne pas s'enflammer, mais quoi qu'il arrive, Tourelle a montré dès ses premiers matchs qu'il était venu avec des intentions de jeu, des intentions tactiques. Et pour l'instant, ça paye en termes de résultats, mais je suis très satisfait de ce qui se passe. Bien sûr, il y a des ombres au tableau, on va sûrement en parler, du manque de finition en attaque, un début quand même de fébrilité défensive, même si on enchaîne les clean sheets ou les matchs sans beaucoup de buts encaissés. Mais quoi qu'il arrive, quand tu regardes le tableau de Tuchel depuis qu'il est arrivé, c'est très positif et ça serait dur de le critiquer sévèrement, sachant que il est actuellement invaincu.
Oui, et puis il y a peut-être aussi, alors moi je trouve que c'est l'un des gros facteurs de son arrivée, une solidité défensive retrouvée, parce que ça encaisse très peu de buts depuis l'arrivée de Tourelle, pas plus d'un but par match à chaque fois. Ils ont mis du temps, les adversaires de Chelsea, à trouver la faille. Mais voilà, c'est assez intéressant. On peut voir voilà 0 but face à Wolves pour son premier match. Sheffield a mis un but. Southampton a mis un but. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont trouvé, qu'on déverrouillé justement ce verrou. Et moi, je trouve que c'est un des points forts du dispositif Tourelle. Je sais pas si c'est ton avis, mais il y a en gros, ces problèmes défensifs, même si tout n'est pas encore réglé. Il y a quelques trucs à revoir dans ce compartiment du jeu. Mais je trouve que la plus grosse marge de progression, elle est là. Ah, en tout cas, le Chelsea de Lampard encaissait énormément de buts. Mm. Et Tuchel, pour redresser la barre, s'est appuyé sur cette défense à 5 avec des revenants, puisque des Christensen, Rudiger, Alonso avaient été mis de côté par Lampard. Et étonnamment, puisqu'on connaît quand même certains phénomènes, ça se passe bien pour l'instant, puisque Alonso n'est bon que dans son poste de piston gauche, mais étant donné qu'il joue piston gauche, ça va. Euh, Rudiger, Christensen, bon, Rudiger a mis ce but contre son camp, mais sinon ça tient bien et le match face à l'Atlético en est le témoin. Et bah, c'est sûr qu'actuellement, on retrouve nos clean sheets ou autres. Mais bon, le match face à l'Atlético m'a un peu inquiété sur certaines relances et certaines maladresses défensives. Mais on est quand même revenu avec un clean sheet de Bucarest. Et ça, c'est pas négligeable. Oui, tu as raison de le dire, Théo, et surtout que on va dire que Thomas Tuchel, oui, a vraiment affirmé ses idées d'entrée. Donc ouais, avec on va dire ce 3-4-3 ou 3-4-2-1 qui était un petit peu utilisé par Lampard, mais évidemment pas du tout à la fin, qu'il était toujours évidemment sur ce 4-3-3. Là, on voit vraiment qu'il impose ses idées. Il avait mis d'ailleurs tout de suite Callum Hudson-Odoi donc en piston droit, et ça avait très bien marché face à Wolverhampton et puis Burnley, très très bon. Tu as raison, il a remis en selle Marcos Alonso. Mais en fait, on va dire de manière un petit peu caricaturale et on va dire générale, tous ceux qui jouaient très peu, ou en tout cas les bannis de Lampard, ont été gagnants évidemment par rapport à la venue de Tourelle. Donc oui, on voit évidemment Azpilicueta, évidemment qui était toujours dans les plans, mais qui jouait beaucoup moins par rapport à Reece James. Là, il est revenu évidemment dans ce dispositif-là, et les deux peuvent jouer évidemment ensemble l'un derrière l'autre. Rudiger qui était revenu de plus en plus, Marcos Alonso. C'est vrai que voilà, il y avait encore des interrogations sur N'Golo Kanté. Il faisait pas jouer au début. Après, ils voulaient le faire jouer petit à petit pour monter en puissance. Après, il y en avait qui disaient non, finalement, il l'encense évidemment beaucoup. Il le voulait à Paris, mais pour l'instant, il le fait pas jouer. Bon, bref. Tout ça, évidemment, il sait très bien ce qu'il fait. Et puis, évidemment, je pense que de toute façon, on ne peut pas se passer d'un N'Golo Kanté. Il avait très bien dit, en plus, que dans un système, dans un 3-4-3 ou 3-4-2-1, évidemment, pour jouer évidemment sur les positions des ailiers, c'est toujours. Il le considérait vraiment comme une pièce maîtresse. Et puis, dans ce poste-là, évidemment, au milieu, en tant que relayeur, que c'était là qu'il pouvait le mieux s'exprimer dans un pivot. Donc, non, c'est vraiment pas mal. Et surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, au-delà évidemment des considérations évidemment sportives, ce qui se passe sur le terrain avec la défense. D'ailleurs, il faut rappeler que Minamino est le premier joueur, on va dire, d'une équipe adverse à avoir marqué, puisque évidemment Rudiger avait marqué contre son camp. C'est qui, j'ai l'impression de le voir un peu moins politique qu'à Paris, c'est-à-dire tout de suite affirmer ses idées, et tout de suite, on va dire aux joueurs vraiment ce qu'il n'a pas aimé. Et on l'a vu encore face à Southampton, où ça a fait beaucoup parler. Il avait écarté Tammy Abraham direct à la mi-temps, parce qu'il n'avait pas aimé évidemment sa prestation lors des 45 premières minutes. Il a fait rentrer aussi Callum Hudson-Odoi à la mi-temps, et en fait il l'a fait sortir à 10 minutes de la fin, parce que pareil, il n'a pas aimé sa prestation, il n'a pas aimé son body language, les consignes n'ont pas été respectées par rapport à ce qu'il attendait de lui.
Donc voilà, alors il sait très bien que ce sont des pépites du club et qu'ils vont avoir, mais il affirme aussi son truc, pareil. Ben Chilwell ne joue pas, enfin, en tout cas, il a un petit peu joué, mais n'est pas non plus un titulaire récurrent. Et puis, j'ai l'impression qu'il préfère Marcos Alonso. Il y a aussi quid d'Hakim Ziyech qui avait joué lors des premiers matchs et puis qui joue plus du tout. On a vu aussi Kepa qui était revenu aussi à un match. Alors, il avait dit toujours que Edouard Mendy était numéro 1, mais on l'a quand même revu en selle. Donc voilà, donc il y a eu pas mal de choix forts par rapport à Tourelle et de son arrivée à Chelsea, qui était quand même à noter au-delà évidemment des considérations sportives. Alors en tout cas, on a depuis maintenant quelques semaines un Chelsea un peu retrouvé avec un coach qui tient une certaine rigueur et qui a de la suite dans les idées, contrairement à ce qu'on a pu voir de sa part d'ailleurs au Paris Saint-Germain, tu l'as évoqué tout à l'heure. Alors que bon, si on va du côté de Manchester United, est-ce qu'on peut dire que on est sur une confiance similaire du côté de l'équipe de Solskjaer? Parce que bon, on reste sur 2 grosses victoires, notamment une face à la Sociedad 4-0 et une face à Newcastle 3-1. Mais est-ce que dans le jeu, on est aussi serein que peut l'être Chelsea en ce moment? Tu sais, moi j'aime bien séparer évidemment les coupes d'Europe et puis le championnat. Le contexte est différent et puis etc. Mais c'est vrai que dans la dynamique du championnat, c'est vrai qu'on a vu peut-être un petit coup de mou, sans forcément que ça soit évidemment qu'il y ait forcément une alerte. Mais c'est vrai qu'on a vu parfois des résultats un petit peu plus compliqués. Déjà, au mois de janvier, on avait vu des victoires un petit peu ric-rac à chaque fois, mais ça passait. On a eu quand même le gros coup dur. On a vu le gros coup dur face à Sheffield United à domicile. Le match face à Arsenal, où c'est vrai qu'il y avait des regrets parce que Manchester United aurait dû gagner ce match. Là, c'est pas évidemment par rapport à des erreurs d'arbitrage, etc. C'est que normalement, United aurait dû prendre, on va dire, plus par le bon bout cette rencontre. Le fait de s'être fait égaliser par Everton à la fin aussi, ça a donné, malheureusement, ça a cassé un petit peu cette dynamique-là. Voilà, même le déplacement à West Brom, le United, franchement, objectivement, si West Brom gagne le match, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien à dire, mais presque, parce qu'ils ont eu des plus grosses opportunités que Manchester United. Donc ouais, non, on va dire que oui, la dynamique et la confiance peut-être est du côté du Chelsea, un petit peu un cran au-dessus. C'est pour ça que finalement en fait cette rencontre elle va être quand même très très importante, même si les deux équipes, je veux pas dire non, sont pas vraiment éloignées. Il y a 6 points entre les deux, mais pour toujours à Chelsea de continuer à croire dans ce top 4 et puis United on va dire de le valider le plus rapidement possible, parce que je pense que Leicester ne fera pas la même erreur que la saison passée où ils se sont écroulés vraiment lors des 6 derniers mois, plus avec le lockdown et puis le restart. Mais West Ham, je pense que ça va rentrer dans le rang, mais il ne faut pas oublier non plus Liverpool, parce que même si Liverpool ça va très mal, et Liverpool est toujours là aussi. Donc ouais, non, mais sinon oui, par rapport à la dynamique et puis au niveau du jeu, au niveau de l'attaque aussi, Anthony Martial, ça commence à faire beaucoup parler. Voilà, bon, Bruno Fernandes, mais la défense qui est toujours, je ne vais pas dire catastrophique, mais en tout cas, United encaisse beaucoup trop de buts pour un candidat il y a encore un mois, je ne vais pas dire au titre, mais en tout cas pour les premières places. Donc ça va être quand même très intéressant à voir en fait United qui carbure toujours quand même beaucoup en attaque, même s'il y a le problème Anthony Martial, face à une défense de Chelsea qui est quand même bien revigorée, même sans Thiago Silva blessé. Ouais, il est là un peu le point clé du match, c'est que d'un côté, il y a la bonne attaque de Manchester United face à la bonne défense de Chelsea, et de l'autre côté, il y a la, entre guillemets, mauvaise attaque de Chelsea face à la mauvaise défense de Manchester. Donc, la problématique, c'est est-ce qu'on va réussir à avoir un match de haute qualité, ou est-ce qu'on va se retrouver avec le match tactique qu'on a eu au match aller, le triste 0-0. Ouais, de purge complète. Et d'ailleurs, si on peut élargir le débat, les chocs
en Première Ligue qui sont très décevants depuis le début de la saison. Mais en tout cas, oui, très important pour Chelsea de ne pas perdre de vue Manchester United qui se retrouverait à 9 points en cas de défaite et qui serait sûrement inatteignable. C'est peut-être le bon moment de les prendre, sachant que même s'ils vont sûrement faire tourner face à en Ligue Europa ce jeudi, mais c'est important vraiment d'aller chercher une victoire, essayer de capitaliser de nos victoires face à Tottenham, face à Atlético, parce que c'était aussi ce qu'on reprochait au Chelsea de Lampard, de ne pas gagner face au gros. Et là, on en a un gros qui arrive et c'est dès dimanche. Alors, il y a, tu l'as dit tout à l'heure, des absents, Geoffrey. Donc, côté Chelsea, seul Thiago Silva est à déplorer. Alors, Théo, j'ai pas vérifié encore s'il y avait d'autres absents, mais est-ce que toi, tu as pu voir s'il y avait d'autres absents? Je crois pas qu'il y ait d'autres absents à part Silva. Pour l'instant, rien d'annoncé. Ok, oui. Oui, faut savoir qu'on enregistre 2 jours avant. Donc, c'est possible que il y ait d'autres absents. Et pour United, alors, on a plus d'absents. Pour le coup, on a Cavani, Phil Jones, McTominay, Paul Pogba, Van de Beek qui sont absents. Pas plus à déclarer côté Red Devils. Non, pas plus à déclarer, à part évidemment blessure de dernière minute, que ce soit à l'entraînement ou à l'échauffement. Bien sûr. Non, c'est pour ça que ça va être quand même très intéressant. Et puis, je vais rebondir sur ce que Théo avait dit. C'est vrai que depuis le début de la saison, à chaque fois, quand on avait un United City, un Chelsea Tottenham, même les deux, enfin, quand il y avait une grosse affiche. En fait, évidemment, voilà, on était à fond et puis on allait regarder et puis on était à chaque fois vraiment, enfin, à 80% déçus parce que c'est devenu beaucoup tactique, mais c'est devenu beaucoup tactique aussi, je pense, par cette saison aussi exceptionnelle, voilà, où tout ça s'enchaîne, tous les 3 jours à chaque fois. Les joueurs ont évidemment pas le temps de se reposer. C'est très compliqué, donc du coup je pense que le football, en tout cas pas forcément le suspense, mais en tout cas le football donc sur les terrains est devenu de moins en moins spectaculaire et finalement on l'apprécie moins aussi. C'est vrai que on en bouffe tous les 3 jours ou même quasi tous les jours avec les matchs avancés, les matchs en retard, les matchs décalés, la Ligue des Champions, les coupes, etc. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi. On essaye d'apprécier, enfin on apprécie un peu moins, on va dire le football où on n'en peut plus, on nous gave. Et ça se retransmet aussi par rapport aux prestations, on va dire, des joueurs, notamment lors des grosses affiches. Donc voilà, donc ça va être un petit peu intéressant de voir un petit peu aussi cette affiche par rapport à ça, si ça va continuer. Donc ouais, mais c'est sûr que en tout cas l'enjeu sera là et bien là. Ouais, si je peux rebondir sur ce qu'avait dit Geoffrey tout à l'heure en plaçant Chelsea favori, moi je placerais surtout Manchester United favori parce que dans ce concept, je ne trouve pas les mots, dans cette période où les matchs sont de plus en plus tactiques, la différence se fait sûrement sur les petits détails et souvent sur les grands joueurs. Et actuellement, moi, ce que je vois d'un œil externe, ce que fait Bruno Fernandes, c'est le joueur qui va faire la différence que Chelsea n'a pas encore et que Chelsea cherche à avoir avec certains de ses attaquants. Et pour moi, c'est là-dessus que Manchester United a encore une longueur d'avance sur Chelsea. Et d'ailleurs, on l'a vu sur les dernières confrontations directes où on sentait que cette équipe était beaucoup plus mature et que le Chelsea de Lampard jusqu'à présent était beaucoup trop jeune et se faisait avoir sur des détails. C'est bien que je vais juste rebondir là-dessus. C'est bien que tu le dises parce que c'est vrai que on va dire à la fin de Sir Alex jusqu'à on va dire la saison dernière. Chelsea un petit peu se montrait comme un petit peu la bête noire de Manchester United. On va dire dans les confrontations directes où ça tournait soit en match nul,
soit en victoire pour Chelsea. Ça va beaucoup mieux de ce côté, en tout cas pour Manchester United. Et puis ce qui est à voir, c'est surtout, là on va dire, je parle aussi d'un spectre plus large pour Tourelle, c'est de voir un petit peu comment il va gérer, on va dire, pas l'adaptation, enfin l'adaptation en tout cas, pas évidemment à la vie anglaise, mais en tout cas sur le terrain des footballs anglais pour Timo Werner et pour Hakim Ziyech, non, mais pour Kai Havertz, parce que évidemment, je ne veux pas dire qu'il a été recruté que pour ça, mais ça va beaucoup compter aussi pour voir un petit peu comment il pourra les mettre dans son système. Enfin, Timo Werner sortait quand même de 2 bonnes prestations contre Sheffield United et puis contre Newcastle, où il a mis fin, je crois, à quasi 1000 minutes sans avoir marqué. Et puis pour Kai Havertz, bon, après il était blessé ensuite, donc il n'avait pas disputé les dernières rencontres, mais à voir aussi comment il peut tirer un petit peu le meilleur de Kai Havertz déjà par rapport à son prix, par rapport au formidable joueur qu'il est. Et je vois pas du tout comment il a pu perdre en tout cas ses qualités. C'est vrai que c'est un nouveau championnat qui découvre aussi. C'est pas évident, mais vraiment de trouver sa meilleure place, etc. Parce que ça sera forcément, et bien sûr, que Marina, donc Granovskaya, la dame de fer de Chelsea, va aussi lui demander, et qu'elle n'a pas choisi aussi un entraîneur allemand sans raison pour tirer le meilleur parti de ces 2 joueurs. Alors moi justement j'aimerais poser une question à Théo par rapport à une chose qu'a dit Tourelle. Il attend de ses joueurs clés de ne pas se reposer sur ses lauriers et d'être prêt à chaque éventualité. Est-ce que tu trouves que il y avait peut-être une certaine forme de complaisance sous Lampard que Tourelle essaie d'abolir, justement d'installer une certaine rigueur? Est-ce que tu penses que c'est complètement à l'opposé de ce que faisait Frank Lampard? En tout cas, après 1 an et demi de Lampard, on commençait à voir que certains joueurs avaient un statut particulier. Certains étaient intouchables, d'autres au placard. Tourelle, immédiatement, dès qu'il est arrivé, il a fait totalement fi de tout ce qui avait pu se passer jusque-là dans la saison. Et il est reparti à zéro avec son idéologie et en train d'un peu de récompenser les joueurs à la bonne performance. Et donc, ce qui fait que des joueurs comme Ziyech, qui jusqu'à présent n'a pas réussi à montrer tout son talent sous Tourelle, n'est pas titulaire. Un Hudson-Odoi qu'il a mis en confiance immédiatement, alors qu'il était d'ailleurs au placard avec Lampard. On l'a bien vu le week-end dernier, n'avait pas non plus de statut d'intouchable puisqu'il a été sorti parce que body language négatif, etc. Donc c'est ça qui est intéressant avec Tourelle. Après, moi, ça me frustre un peu sur certains cas, par exemple le cas de Ben Chilwell, qui était une des grosses satisfactions depuis le début de la saison. J'ai du mal à comprendre qu'il paye si cher ces 2-3 mauvais matchs juste au début, lors de la période de transition entre Lampard et Tourelle. Voilà, une petite frustration de son côté. Reece James aussi, qui était de plus en plus solide. Le système ne l'aide pas et c'est triste de voir ce genre de joueur sur le banc, mais après, difficile de critiquer quand tout fonctionne. Et en plus, Ben Chilwell, tu as raison, c'était le choix numéro 1 absolu de Lampard, en tout cas pour ce poste de latéral gauche. Et lui, il avait vraiment envie de l'utiliser dans sa défense à 4, comme Rodgers l'utilisait à Leicester, et normalement comme il devrait être utilisé. Et puis là, forcément, pour l'instant, en tout cas, Tourelle est dans ce 3-4-3, 3-4-2-1. Et c'est vrai qu'un Chilwell peut-être en piston ce poste-là lui va peut-être un petit peu moins bien, mais c'est justement à Tourelle aussi de chercher un petit peu le meilleur poste pour ses joueurs. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage aussi de le mettre tout de suite, je ne vais pas dire au placard évidemment, mais de plus considérer comme une des premières options. Tu as parlé aussi de Reece James, très bien. Et puis Hakim Ziyech aussi qui vit un peu en fait une saison contrastée où il est arrivé évidemment. En plus, il jouait plus. Il a pu jouer avec l'Ajax parce que le championnat avait été arrêté et annulé. Il est revenu lors du match de préparation contre Brighton. Il se blesse, donc évidemment, il fait pas tout de suite ses débuts. Il fait ses débuts. Ça allait un petit peu. Après, vraiment, il avait pris son rythme de croisière. Et ensuite, après, quand Chelsea, en plus, était premier au classement au soir de la victoire contre Leeds, évidemment, le fameux
match contre Leeds, cette rivalité incroyable entre les deux équipes. Et ben là, il se blesse. Et après, évidemment, après, c'est parti dans un engrenage où finalement, il met du temps à revenir. Après, il y a eu évidemment l'éviction de Lampard, donc l'arrivée d'un nouvel entraîneur, donc tout est remis à zéro. Et là, il revient en fait en gros de blessure quand Tourelle arrive. Et puis, forcément, c'est pas évident. Il doit aussi trouver ses marques, etc. Et ça aussi, ça sera évidemment un dossier, en tout cas, à regarder de près jusqu'à la fin de la saison, en tout cas pour l'instant, pour le court terme. Oui, voilà, surtout qu'il y a deux camps concernant le cas Ziyech. Il y a un camp qui dit on connaît son potentiel, on sait ce dont il est capable, donc il faut le mettre titulaire afin qu'il développe sa confiance, son physique et qu'il retrouve son niveau. Et de l'autre côté, il y a le camp des gens qui sont un peu plus pessimistes et qui se rangent du côté de Tourelle et qui pensent uniquement aux résultats. Et d'ailleurs, c'est ce pourquoi Tourelle a été engagé. Du résultat, il sait très bien comment ça se passe à Chelsea si on enchaîne les défaites. Donc, impossible de mettre un joueur titulaire alors qu'il est à court de forme. Ouais, c'est ça. Et même juste après alors, on va dire. Vas-y, Quentin, si tu veux. Non, j'allais passer à autre chose. J'allais passer sur un genre de United. Mais vas-y, si tu veux terminer ta pensée, terminer ta pensée là-dessus, vas-y. Non, mais je voulais juste finir justement par rapport à un petit peu les deux camps que tu disais Théo. Je sais que je connais pas mal de Chelsea par rapport à mes années à Londres, des fans de Chelsea. Et j'ai pu en discuter justement avec certains par rapport à ce qu'ils pensent un peu pour les débuts de Tourelle. Alors certes, ils sont contents des résultats, mais ils le sont moins, on va dire, au niveau de la manière. Et ils ont l'impression, que c'est un petit peu le retour d'un boring Chelsea, mais ce boring Chelsea était déjà là, évidemment, à la fin de Lampard. Donc pour l'instant, évidemment, ils sont très contents des résultats et du fait que les Blues soient revenus, en tout cas dans la course pour le top 4. Mais par contre, ils trouvent que, on va dire, au fond de leur petit cœur bleu, ça palpite moins et puis il y a moins, on va dire, d'osmose, en tout cas sur le terrain. Il y a moins de choses qui les font vibrer, quoi. Alors moi j'aimerais juste qu'on parle, parce que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Geoffrey, si tu le veux bien, de monsieur Anthony Martial, puisque ce monsieur commence légèrement apparemment à agacer en haut lieu du côté des Red Devils, jusqu'à même agacer le board de United, puisque niveau statistique, il apporterait pas entière satisfaction. Et sur le terrain, il commence aussi un peu à agacer certains. D'autres le voient partir cet été au profit de l'arrivée d'Erling Braut Haaland du Borussia Dortmund. Que toutes les écuries dont Chelsea suivent et là où on l'envoie un peu partout. Mais pour revenir à Martial, ça sent pas très bon pour lui ces dernières semaines. C'est très très compliqué et puis il y a rien de mieux qu'une analyse d'Alan Shearer dans Match of the pour montrer un petit peu les carences d'Anthony Martial. C'est vrai que il joue maintenant en tant qu'attaquant à Manchester United. Bon, déjà, il l'avait fait quand il est arrivé. Après, c'était plus compliqué quand il y avait Ibrahimovic et Lukaku. Mais depuis la saison dernière, où il a repris aussi son numéro 9, et ça avait fait pas mal de bruit aussi quand il l'avait perdu quand Ibra est arrivé. Le souci, c'est qu'en fait, il veut jouer avant-centre, très bien, mais il n'a pas des statistiques d'avant-centre et surtout des statistiques d'un avant-centre de Manchester United. Il y a une seule saison, c'était la saison dernière, où il a dépassé les 20 buts, 23, mais c'était même pas 23 en championnat, c'était 23 toutes compétitions confondues. Il en avait marqué 17 en première ligue. C'était son record, c'était une bonne saison. Mais finalement, là, cette saison, pareil, il a du mal. Et quand on regarde un petit peu ses chiffres, alors ça reste que les chiffres, évidemment, c'est pas suffisant. Mais au-delà des chiffres, c'est même son positionnement, son body language, le fait que il n'a pas cette fin, on va dire, du buteur qu'on peut voir, qu'on pouvait voir chez Agüero, qu'on pouvait voir chez Vardy, qu'on peut voir chez Kane. Alors évidemment, ce sont des buteurs complètement différents dans le profil, mais il n'a pas en tout cas cette fin-là, c'est-à-dire de vouloir à tout prix à marquer des buts, à vouloir se positionner, à faire des appels contre appels. Contre Newcastle, il redescendait souvent bas. Il était souvent aussi parfois dans la zone de Bruno Fernandes qui, lui était bien placé par rapport aux actions qu'il devait mener. Mais il était souvent empiété. Il n'y avait personne dans la surface de réparation.
bah, évidemment, c'est pas un attaquant de position. C'est bien pour ça aussi que Manchester United avait recruté aussi Edinson Cavani pour avoir vraiment quelqu'un évidemment dans la surface. Mais sinon, non, en fait, il a pas la bonne attitude quand il perd un ballon. Bah, enfin voilà, il va pas le rechercher, ou en tout cas, il donne pas l'envie d'aller le rechercher. C'est en fait voilà le souci d'Anthony Martial à Manchester United. Bah, il est sur son comportement, ce qu'il donne sur le terrain, et aussi par rapport à ce qu'il veut montrer, par rapport au board, le fait que faites-moi jouer en numéro 9, etc. Et c'est un vrai problème, et c'est pour ça aussi que Manchester United se pose la question de la suite à donner à Anthony Martial, parce qu'Anthony Martial, il a 25 ans, il est arrivé donc en 2015, il a reprolongé fin janvier 2019 jusqu'en 2025, plus un an en option. Mais voilà, pour un Manchester United en plus en reconstruction, mais quand même assez positive depuis plusieurs années, contrairement à certaines mauvaises langues, il faut vraiment changer ça devant, parce que Anthony Martial ne peut pas être en tout cas l'attaquant numéro 1 de Manchester United avec ses statistiques et puis cette attitude en tout cas sur le terrain comme ça. Donc il y aura des gros chantiers en tout cas pour l'été prochain pour Manchester United. Il y aura forcément évidemment le cas Pogba qui va se poser, je pense qu'il partira. Il y aura ça, il y aura peut-être aussi pourquoi pas David De Gea, parce que là depuis 2 jours il y a eu un petit peu les sorties de Sky qui disaient que faire pour Manchester United entre David De Gea et puis Dean Anderson, qui s'était posé comme peut-être le meilleur gardien anglais du championnat, et puis qui aspirait pourquoi pas à prendre la place de Jordan Pickford chez les Free Lions, et puis qui joue plus malheureusement. Donc forcément, lui aussi, il aura envie de jouer. Il a envie de continuer à Manchester United, mais pas en tant que numéro 2, et c'est tout à fait logique. Et puis surtout Anthony Martial. Et puis si Manchester United veut faire venir deux, on va dire, marquising, donc évidemment je ne vais pas dire des stars, mais en tout cas des cracks en devenir qui vont coûter très cher, il va falloir aussi vendre, et puis il va falloir faire des choix. Et c'est vrai que oui, pour Martial, s'il faut faire ce choix-là, ça va être assez triste, parce qu'il est devenu en tant que crack comme potentiellement le futur Thierry Henry, mais lui, il avait calmé le jeu en disant je ne suis pas le futur Thierry Henry, je suis le premier Anthony Martial. Mais sa première saison était évidemment très très bonne pour un gamin âgé de 19-20 ans évidemment, et on voyait le très très bon pour lui et pour Manchester United. Mais finalement, on voit que à la longue et puis à long terme, après son arrivée, depuis, ça va faire 6 ans, Manchester United a été un petit peu perdant finalement. Bon, en tout cas, on espère pour lui quand même qu'il va se réveiller, hein, notre petit Frenchie. Ce genre de match, ça peut être parfait. Ben justement, on va voir si vous avez parié sur lui, messieurs, puisque on va passer au pari pour cette rencontre. Donc, on va commencer avec Théo. Bon, de toute façon, vous avez choisi le même résultat, un match nul à 3-30. Donc, après, Geoffrey, je te laisserai enchaîner après Théo. Mais Théo, donc pourquoi tu vois un nul face aux Red Devils? Pour tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, 2 équipes qui se complètent dans leurs forces et dans leurs faiblesses, les chocs de Première Ligue qui sont de plus en plus tactiques, et sûrement 2 équipes qui se satisferont d'un match nul, tant la défaite peut mettre en difficulté. Donc pourquoi pas un match nul, ouais. Alors, du coup, toi, ton prono aussi, Geoffrey, c'était un match nul, hein, pour cette rencontre. C'était ça, et évidemment pour quasi les mêmes raisons, c'est-à-dire que déjà c'est vrai que les chocs, on va dire, déçoivent aussi, et qu'il y a moins, on va dire, ça moins, on va dire, d'un but à l'autre, et on le voit plus sur d'autres matchs, on va dire un peu moins attendus. Et puis oui, je pense que si le temps va passer, si le score, enfin, en tout cas s'il y a toujours un résultat nul, les 2 équipes ne vont pas, je pense, à tout prix aller chercher la vie. Il y a eu au match aller où finalement, je pense que ça ne sera pas évidemment, en tout cas pour ces 2 équipes-là, dans cette confrontation directe, mais plus évidemment par rapport aux résultats face aux équipes moins bien classées, pour finir évidemment dans ce top 4, et puis pour les 3 dernières places, puisque évidemment le titre est quasi joué. Mais non, ça va être assez intéressant de voir. Et oui, un match nul, mais je vois quand même un match nul avec des buts. Ça, c'était
Alors, je ne sais pas si je dois te la dire tout de suite. Oh, on va la garder un petit peu. Ouais. On va la garder pour la fin. Pour les joueurs vraiment qui veulent rester jusqu'au bout, on va la garder pour la fin. Alors le nul est coté à 3,30. On va passer aux buteurs. Donc les buteurs, Geoffrey, je te laisse la main. Alors j'en ai choisi un et ça fera impact sur la grosse cote d'ailleurs de Théo. Tu as choisi Mason Mount à 4,27. Pourquoi Mason Mount, tu le vois décisif sur ce genre de rencontre? Parce que Mason Mount, je suis peut-être pas objectif aussi sur lui, mais Mason Mount, c'est quelqu'un que j'adore. Déjà, j'adore tous les petits cracks anglais ou britanniques formés dans les clubs anglais, peu importe le club. Mais j'adore tous ces joueurs-là qui en fait, soit y arrivent, on va dire, directement et après, je veux dire, réussissent évidemment à intégrer de plus en plus après l'équipe première pour y arriver. Je pense évidemment à Rashford, Greenwood, mais aussi à Phil Foden, etc. Et puis, ou alors à d'autres qui finalement n'ont pas de possibilité, évidemment à Chelsea. C'est sûr, avec le nombre de prêts que le club possédait depuis de nombreuses années, mais qui réussissent à s'aguerrir en tout cas en Championship, et puis en quête qui reviennent évidemment dans leur club, et vraiment là qui ont la possibilité évidemment de le faire. Alors évidemment, ça tombait très bien pour Mason Mount et puis pour Reece James aussi, plus quand même pour Mount, mais en tout cas Reece James, on l'avait déjà vu un petit peu la saison dernière. C'est parce qu'évidemment, avec les soucis, on va dire, de transfert de Chelsea et l'interdiction de transfert, avait aussi permis à Lampard aussi de rester, enfin je veux dire de rester déjà avec les joueurs en place, mais aussi de faire jouer un petit peu plus les jeunes, et ça a profité à Mason Mount. Et puis avec toutes les arrivées, on va dire évidemment onéreuses cet été, qui étaient attendues du côté de Chelsea, moi j'avais très très peur pour Mason Mount, surtout avec l'arrivée d'Hakim Ziyech, parce que je ne savais pas trop où il pouvait le faire jouer, et par rapport à ce 4-3-3 en première ligue, je voyais mal Hakim Ziyech jouer sur un côté, donc il allait forcément occuper un poste milieu, mais avec Kanté et aussi Kovacic qui avait été élu meilleur joueur de Chelsea. C'était très compliqué, j'avais peur pour sa progression, et en fait, depuis le début de la saison, c'est pour moi sans contestation le meilleur joueur des Blues. Il est absolument phénoménal, et surtout, moi, ce que j'adore au-delà de ses qualités, sa prise de risque, sa vision du jeu. Moi, c'est son envie que j'adore. Tu as l'impression que ce soit pour n'importe quel match, qu'il va tout donner, et il donne tout, et voir un petit peu, on va dire, sa peau complètement rouge à la fin. Je me dis, ça y est, il a encore tout donné. Et voilà, c'est ça que j'aime aussi chez lui, c'est que voilà, c'est son envie pour réussir. Le fait qu'il a été capitaine aussi, il me semble que c'est en NFA Cup, évidemment. J'étais très content aussi pour lui. Il l'avait d'ailleurs mis sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout ça Mason Mount, c'est un crack absolu, et on a encore envie d'en voir évidemment pour les années à venir. Alors justement, on reviendra après sur la cote, la grosse cote de Théo, puisque il a mis une cote en rapport avec Mason Mount. Mais pour ton buteur, toi, tu vois Bruno Fernandes, Théo, coté à 2,84. Alors pourquoi lui? Donc bon, je pense que c'est parce qu'il marque assez souvent, hein, mine de rien. Mais voilà, explique-toi un petit peu sur ton choix. Déjà, ouais, je me mouille pas trop en le mettant buteur, mais ça rejoint tout ce que je disais, dans le sens où les matchs où il y a besoin de faire une différence, c'est très souvent lui qui l'a fait, que ce soit par coup de pied arrêté, frappe de loin, ou sa présence dans la surface. C'est un joueur, quand on est un supporter d'une équipe adverse, qui est très frustrant à voir, parce que trop, trop performant finalement. Et ce mec, c'est le clutch. Et je pense que dans des matchs comme ça, il est capable encore une fois de clutch. Bah écoute, c'est une très bonne analyse du cas de Bruno Fernandes en tout cas. On verra ça ce dimanche. Alors on va enchaîner sur les grosses cotes pour terminer. Et les grosses cotes, on va rester avec toi Théo. Donc tu as la plus grosse d'ailleurs cote par rapport à Geoffrey, puisque tu paries sur une cote à 25, et c'est en rapport avec le buteur de Geoffrey, puisque tu vois buteur au moins 2 fois Mason Mount, 25, cote à 25. Alors, est-ce que tu penses que ça va arriver, ou alors tu espères que ça va arriver pour remplir ton compte en banque? Je suis pas sûr que je vais mettre un gros billet dessus, mais en tout cas, c'est pour toutes les raisons que vient d'évoquer Geoffrey.
c'est mon chouchou absolu et je suis tellement fier de voir ce qu'il est en train de produire depuis une quinzaine de matchs. Il y a une vraie métamorphose dans son jeu, une maturité qui se développe et même quand il est moins bien, ça reste quand même des performances de haute voltige. Moi, ce que je lui demande, c'est d'être plus décisif et c'est là-dessus qu'il a encore un, un petit chemin à parcourir puisque aux abords de la surface, il manque ce dernier geste, mais on sait très bien que ça va arriver parce que derrière, que ce soit dans l'attitude, dans le physique et dans la justesse technique, c'est exceptionnel et on remercie Lampard d'avoir tant insisté avec Mason Mount pour voir ce qu'il est devenu maintenant en février 2021. Bah écoute, on est très content, je pense, en tant qu'observateur du foot, de voir sa progression et on espère qu'il n'a pas atteint encore son climax et qu'il va nous faire de belles choses, même avec cet Euro 2021 qui va arriver et on espère le voir exploser lors de cette compétition. Alors, pour venir à la grosse cote de Geoffrey, toi, donc c'est en rapport avec ton match nul, puisque tu mets le match nul de partout, côté à 11, donc tu vois des buts, comme tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que ça va réellement arriver? Non, là c'était vraiment, j'ai pris ça comme la fantaisie. Bon, après j'en ai vu d'autres aussi après à 15, 20, 25. C'est vrai que le doublé de Mason Mount, il faut le voir aussi. Voilà, je voulais rester dans une cote acceptable, mais quand même une grosse cote. Personnellement, c'est vrai que je vois pas un 2-2. S'il y a match nul, c'est soit 0-0, soit un partout. Mais après, je me suis dit, bon, on sait jamais si, voilà, la première période, on va dire, je sais pas s'il y a une ouverture du score évidemment d'United et qu'après Chelsea revient fort. Je me suis dit pourquoi pas un 2-2 ou une équipe qui mène 2-0 et puis finalement à la fin 2-2. Donc je sais pas, j'avais envie de voir ça parce que je vois vraiment un match nul. Mais bon, après, voilà, parier sur un match nul 0-0 ou un partout, c'était un petit peu plus facile. J'allais pas faire un 3-3, ça c'est sûr. Oui, c'est mais sûr. pourquoi pas un 2-2 au final. Ouais, bah écoute, ça peut se tenter. Après, voilà, risque avec Chelsea qui encaisse très peu de buts, mais bon, c'est à tenter, en effet. Donc, bah écoutez, merci messieurs, merci Geoffrey, merci à toi Théo, et merci pour ta première, surtout, Ouais, en espérant merci à te toi. revoir pour parler de Chelsea. Et Geoffrey, bah comme d'habitude, hein, pour parler Première Ligue, il y a juste à sonner, et puis il débarque tout simplement. Toujours un plaisir, toujours la passion. De la passion avant tout, mais bien évidemment. Bah écoutez, merci à vous deux et puis merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous conseille d'aller écouter notre autre podcast du week-end qui va avoir pour sujet Barça-Séville, un gros match de Liga. Là aussi, il y a de belles affiches à suivre ce week-end. On a dû choisir, vous avez fait votre choix et ça s'est porté sur ces deux rencontres-là, donc n'hésitez pas à aller écouter celui-ci aussi. Ça va être très intéressant. En tout cas, nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles affiches. Alors, petite précision pour les lives, on reviendra probablement la semaine prochaine, on vous tiendra au courant sur nos réseaux, mais on reviendra dès la semaine prochaine, normalement, voilà, on vous tiendra au courant de toute façon, et de toute façon, voilà, les podcasts restent là, la semaine prochaine, nouveau podcast sur une nouvelle affiche. C'était Quentin Traditionnel, salut à tous.